Sylvie, si mes comptes sont bons, on est pile à l'heure. Oui, absolument. Moi, il me plaît beaucoup le DRH de Bernard. Mathieu, vous avez, avec vos invités, remarquablement tenu le planning et je pense que globalement, vous nous avez tenu en haleine également. Donc il va y avoir de la frustration, bien entendu, mais néanmoins un petit espace de questions. Donc on a une bonne dizaine de minutes pour faire circuler la parole. Bonjour, Myriam Vaudeléné, je suis au ministère du Travail, coach interne. Pensez-vous que vos entreprises font suffisamment confiance au terrain, à la connaissance de ceux qui sont sur le terrain? Les fameuses situations réelles qu'on évoquait tout à l'heure. On essaie. Alors, pour ma part, moi, je suis une DRH très opérationnelle. Donc, je ne suis pas la DRH groupe ADECO, puisque ADECO, c'est très vaste. Et moi, je suis vraiment sur la partie general staffing, les intérimaires. Et donc, je suis vraiment au cœur des situations, je pense. Et en tout cas, je me fais vraiment force sur ces sujets-là. Nous, on est une organisation courte, donc on est vraiment en contact avec les collaborateurs. On sent quand les choses vont, quand elles vont moins bien. Et les deux personnes qui sont vraiment impliquées sur les RH au quotidien descendent souvent dans les équipes pour travailler avec elles. Et puis on a j'en ai pas parlé, mais on a un CSE aussi qui nous aide beaucoup à nous donner la température, les difficultés. Et les solutions, bien sûr. Je parlais tout à l'heure de la plateforme qu'on a qui permet de faire de l'innovation participative. C'est une des sources qui nous nourrit pas mal pour organiser, améliorer et traiter les problèmes. Peut-être ajouter qu'effectivement aussi, de mon côté, j'ai une équipe de 40 personnes qui est vraiment déployée sur toute la France et on maintient une DRH de proximité, avec des RH de proximité qui sont vraiment dans les agences et au quotidien avec le terrain. Oui, je voulais juste rebondir sur le fait que vous disiez le DRH doit convaincre la DG. Est-ce qu'il faut faire évoluer la DG aussi, la formation de nos dirigeants quand même? C'est la première question qu'on pourrait se poser, puisque je pense que la DRH a beaucoup de travail à faire. Donc s'il faut en plus convaincre le DG, je pense que les nouveaux dirigeants de demain auront aussi évolué certainement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la question de la responsabilité par rapport à ces sujets. C'est-à-dire que là, on dit la DRH doit faire ça. Que doit faire le management? Que doit faire la DG? Tout ça, ce sont des questions, il me semble, à se poser un petit peu, parce qu'on recloisonne un peu le sujet en se disant que fait la fonction RH? Toute seule, elle ne fait rien. Moi, il me semble, en tout cas. Voilà, c'est un petit peu comment on traite le sujet à l'échelle de l'entreprise. Que font les collaborateurs? On les réunit beaucoup, on les interroge beaucoup, on les sollicite beaucoup. Voilà, quelle est la part de chacun dans cette transformation? Moi, il me semble que c'est la question aussi qu'il faut qu'on arrive à se poser pour décloisonner un peu le sujet. Je rebondis très vite sur la question. Il est vrai qu'on aime à beaucoup parler de la compréhension business du DRH. On parle rarement de la compréhension RH du DG. Sandra, comment est-ce qu'on acculture un codir au sujet RH et comment est-ce que finalement on gagne de la traction au sein de ce DRH pour accomplir des choses? J'ai envie de dire que pour ma part, comme j'ai toujours travaillé dans des secteurs de services où on va dire, on a besoin des hommes. Il y a un intérêt. Voilà, c'est implicite et j'ai, pour le coup, pour ma part, peu connu de DG qui ait une sensibilité sur les aspects RH. Donc, j'ai certainement eu beaucoup de chance, mais en tout cas, je n'ai jamais rencontré de DG qui soit complètement opaque à ça. Je pense qu'ils comprennent très rapidement que, oui, on peut prévoir avec son directeur financier faire toutes les belles projections possibles. Il faut encore que le corps social avance et aille dans le même sens. Et donc assez naturellement, en fait, dans les CODIR, en tout cas dans les groupes de services, on a la question RH est vraiment importante.
Donc, j'ai pas trop de mal à convaincre. Pour autant, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez faut que je vienne avec mon business case en CODIR. Oui, il faut montrer, je pense, pour avoir de l'impact, qu'on n'est pas déconnecté du business. Je parlais tout à l'heure des entreprises qui se sont transformées en prestataires de services pour les salariés. Ça, c'est bien, c'est facile à mettre en place de l'offre différenciante pour les salariés. Après, il faut aussi être acteur sur des sujets où il faut transformer, il faut porter la transformation, l'organisation, il faut la faire évoluer. Et donc, si on ne sait pas adresser ces sujets-là, on perd forcément l'oreille du DG. Parce qu'on est effectivement juste un centre de coût, on va dire comment on appelle ça, des happiness chief officers, mais c'est pas et on perd effectivement de vue la finalité de l'entreprise, qui est une finalité économique aussi. Olivier, vous êtes un patron facile à convaincre de l'intérêt des sujets RH ? Oui, je pense. Alors, je ne sais pas si on est atypique ou pas, mais pour nous, vraiment, les équipes, les collaborateurs, ça a toujours été très important. Et pas juste parce qu'on a une fibre humaine, mais parce qu'on est persuadé que l'entreprise ne peut bien fonctionner qu'avec des collaborateurs qui se portent pas trop mal, qui se portent bien. Et personnellement, donc on est 2 associés, et moi je suis celui qui porte les problématiques RH de tout temps. Quand l'entreprise a commencé et qu'on était 2, j'ai naturellement les premières personnes engagées, etc. Moi, je m'en suis occupé. Ce qui donne un poids naturel à ces sujets au sein de l'organisation. Tout à fait, oui. Et il n'y a pas un CODIR aujourd'hui où il n'y a pas une partie qui est consacrée aux ressources humaines, aux relations humaines. Et moi, j'y passe plus de temps aujourd'hui avec le Covid, le télétravail, les nouvelles obligations réglementaires, la RSE, etc. J'y passe beaucoup plus de temps qu'il y a 5 ans. Bonjour, Françoise Casalino, je suis directeur ressources projets stratégiques dans une collectivité territoriale, fonctionnaire. J'aurais voulu connaître vos éléments de réponse concernant l'importance de la formation. À la fois le DRH garant aussi de la mise en place d'un plan de formation, le suivi de la formation, parce que c'est toujours le sujet qu'on met de côté parce qu'on n'a pas le temps. Et à la fois, je trouve que c'est un élément aussi de fidélisation, d'engagement de l'entreprise par rapport, d'une part, aux jeunes qu'on peut prendre en apprentissage, mais aussi tout au long de la vie pour développer les compétences et faire évoluer par rapport aux métiers qui sont les nôtres. Donc je regrette un peu qu'on n'ait pas abordé cette question-là, mais je pense qu'elle est tout aussi importante que la question de recrutement. La formation au cœur de la promesse sociale de l'entreprise, je crois qu'on a évoqué ça dans l'un des piliers. Oui, effectivement, chez Adecco, ça fait partie des 4 piliers du contrat social qui est, comme on veut permettre à chacun d'être acteur de sa vie, nécessairement on a une offre de formation très large pour l'ensemble, encore une fois, de nos collaborateurs, des intérimaires, des CDI intérimaires. Et ça fait vraiment partie nous de notre contrat. Donc c'est géré, c'est énorme les budgets formation chez Adecco parce que on a un public large, très large. Mais l'objectif c'est bien de permettre à chacun de développer ses compétences tout au long de sa vie. Nous concernant, il y a une nécessité à former les gens parce que les métiers évoluent très très vite. On recrute aujourd'hui des data scientists, des data analystes qui sont très importants pour faire les plans médias de nos clients, métier qu'on ne recrutait pas il y a encore 3-4 ans de cela. Donc l'évolution technique du digital va à une vitesse folle. Donc on est obligé de faire ça. Pour autant, c'est très important. C'est aussi ce que les collaborateurs regardent. Pour autant, je trouve que nous, on n'en fait pas encore assez. Donc, parce que ça demande des fonds, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est un sujet qui est clairement adressé par les groupes de travail dont je parlais tout à l'heure suite à l'Open Forum. C'est comment mieux former les collaborateurs, y compris sur aussi de la transmission
Parce que on a des jeunes parmi nos collaborateurs, mais depuis quelques années, on recrute des quinquas. L'entreprise ayant grossi, on peut se permettre d'avoir des salaires de cadres aussi plus élevés, et des gens qui ont une belle maturité professionnelle, qui ont du recul, et on les incite vraiment petit à petit à passer le flambeau. Une réponse qui doit vous plaire, donc la formation au cœur de la problématique de carrière dans les entreprises. La question est très courte. Je n'ai pas entendu encore ce matin le mot de sobriété. Et donc je me disais, est-ce que c'est un problème qui ne concerne pas du tout les DRH et le dialogue social, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu pour les ressources humaines ? On a parlé de publicité vertueuse à un moment, j'ai bien entendu, et puis on a fait une allusion au bilan carbone. Mais néanmoins, ce mot qui est sur toutes les bouches actuellement, je ne l'ai pas entendu. Parce que ça ne concerne pas les DRH ? Vous parlez de la sobriété énergétique ? Vous parlez de quoi ? C'est le sens qu'on lui donne aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Alors effectivement, c'est pour l'instant pas un sujet qui est arrivé à moi. Mais c'est effectivement, on va voir dans les prochains mois comment tout ça va s'organiser, et ça sera certainement encore un sujet à adresser. Oui, vous avez raison. Mais... Effectivement, moi, le méchant patron que je suis va utiliser le mot sobriété pour les augmentations de salaire en fin d'année. Je suis démasqué. Nous, sur la publicité et sur l'empreinte carbone de la publicité, c'est des sujets sur lesquels on travaille, on réfléchit et on essaye de donner des éléments d'information à nos clients. Je parlais de bilan carbone des campagnes de publicité. C'est là où la sobriété peut intervenir. Oui, moi, j'ai rien à dire parce que Sylvie Joseph va devoir finir et puis à 1h moins le quart, c'est l'heure du Ricard. Bon, cela étant, sur le ton de la boutade, sur le thème de la sobriété, on pourrait peut-être évoquer la sobriété dans le Code du travail. L'amincissement, vous voyez, le régime dans le sens de l'amincissement du Code du travail, ou un peu de sobriété législative. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Merci infiniment à vous quatre pour cette deuxième table ronde et ces sujets passionnants. Alors, comme plusieurs personnes m'ont posé la question tout à l'heure à la pause, en me disant, mais avec un titre pareil, vous n'imaginez quand même pas donner toutes les réponses aujourd'hui ? Non, évidemment. Donc, je pense que ça sera le premier chapitre d'une longue route vers, effectivement, les éclairages sur la métamorphose RH. Mais il faut bien commencer à un moment, et on verra quand on terminera, et ça sera avec ce que vous aurez envie qu'on en fasse. Je voulais aussi juste rebondir sur l'image de Bernard tout à l'heure, qui a beaucoup plu sur la très bonne articulation et l'osmose entre DG et DRH. Il y a un acteur, moi, auquel je suis quand même sensible dans la gouvernance des entreprises, qu'on n'aura pas évoqué aujourd'hui, mais ce n'était pas le sujet, mais j'en profite quand même pour faire cette incise, c'est l'actionnaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des actionnaires éclairés et des actionnaires pour qui le sujet humain est un sujet important. Et ça m'incite à vous encourager à partager certaines convictions, en tous les cas c'est la mienne, notamment de l'actionnariat salarié et de l'actionnariat populaire, parce que c'est aussi un moyen d'agir sur la gouvernance. Je vois que mon binôme rigole, mais bon, il faut mettre en pratique ces idées, et moi je le fais, et ça porte ses fruits, ma foi.